La vieille esclave qui fit naître le fils du baron Mornay, ce qui lui arriva. Plantation, Belle-Rive, Martinique, Antilles françaises, août 1780. Le soleil des Caraïbes se levait à peine sur la plantation Belle-Rive quand tante Célestine sortit de sa petite case en bois, ses 62 ans pesant moins lourd que la responsabilité qu'elle portait depuis 40 années. Ses cheveux gris étaient soigneusement cachés sous un madras coloré, ses mains qui avaient donné la vie à plus de 300 enfants, nouaient machinalement son tablier blanc par-dessus sa robe de cotonnade bleue. Tante Célestine, tante Célestine. Une jeune esclave d'une vingtaine d'années courait vers elle, essoufflée, tenant son ventre rond de 8 mois de grossesse. « Marie-Rose, qu'est-ce qui se passe, ma fille ?» demanda doucement Célestine, en l'attrapant par les épaules pour la stabiliser. « C'est Thérèse. Elle a commencé le travail cette nuit, mais quelque chose ne va pas. Le bébé ne vient pas, et elle perd beaucoup de sang. » Célestine attrapa immédiatement son sac en toile, celui qui contenait ses herbes médicinales, ses linges propres, ses instruments rudimentaires mais efficaces. En quelques minutes, elle traversait la plantation, ses vieilles jambes trouvant encore l'énergie de courir quand une vie était en jeu. Dans la case des esclaves, elle trouva Thérèse, 19 ans, tordue de douleur sur une paillasse, entourée de 3 femmes affolées qui ne savaient pas quoi faire. Célestine prit la situation en main avec la calme autorité que 40 ans d'expérience lui avaient donnée. « Sortez toutes, sauf toi, » dit-elle en désignant la mère de Thérèse. « Faites bouillir de l'eau, beaucoup d'eau, et apportez-moi tous les linges propres que vous pouvez trouver. » Elle examina rapidement Thérèse. Le bébé était mal positionné, coincé dans le canal de naissance. Ses mains expertes palpèrent doucement le ventre contracté, identifiant instantanément le problème. « Ma petite, » murmura-t-elle à l'oreille de Thérèse qui gémissait de douleur, « ton bébé veut sortir par l'épaule au lieu de par la tête, mais je vais le tourner. Ça va faire mal, très mal, mais je vais sauver ton enfant. Tu me fais confiance ?» Thérèse, le visage baigné de sueur et de larmes, hocha faiblement la tête. Ce qui suivit fut un ballet précis et délicat. Les mains de Célestine, guidées par des décennies de pratique, manipulèrent doucement mais fermement le bébé à travers la paroi abdominale, le faisant pivoter centimètre par centimètre. Thérèse hurlait de douleur, sa mère lui tenait la main et Célestine murmurait des encouragements constants. 40 minutes plus tard, un cri perçant retentit, non pas celui de Thérèse, mais celui d'un nouveau-né en bonne santé, une petite fille, parfaitement formée, aux poumons puissants. « Tu vois, ma belle ?» dit Célestine en plaçant le bébé nettoyé sur la poitrine de sa mère, épuisée mais rayonnante. « Je te l'avais dit, ta fille voulait juste faire une entrée difficile dans ce monde. » Des larmes de soulagement et de joie coulaient sur le visage de Thérèse. Sa mère embrassa les mains de Célestine avec une gratitude infinie. « Comment te remercier, tante? Sans toi, elles seraient mortes toutes les deux. Tu me remercieras en prenant bien soin de cette petite merveille, » répondit Célestine avec un sourire fatigué, « et en venant me voir dans une semaine pour que je vérifie que tout va bien. » Elle rassembla ses affaires et sortit de la case, saluée par les applaudissements et les bénédictions des esclaves qui s'étaient rassemblés dehors, attendant anxieusement des nouvelles. Pour eux, tante Célestine n'était pas juste une sage-femme. Elle était une gardienne, une protectrice, celle qui tenait la mort à distance quand elle venait chercher les mères et les bébés. Flashback, 1740, 40 ans plus tôt. Célestine n'avait que 22 ans quand elle était arrivée à Belle-Rive, vendue par un négrier à l'ancien propriétaire de la plantation, le père du colonel Beaumont actuel. Elle avait été arrachée à son village en Afrique de l'Ouest à 16 ans, avait survécu à la traversée horrible du Middle Passage et avait été achetée pour travailler dans les champs de canne à sucre. Mais quelque chose en elle avait attiré l'attention de Maman Zélie, une vieille esclave de 70 ans qui était la guérisseuse et sage-femme non officielle de la plantation depuis des décennies. Maman Zélie avait vu dans les yeux de la jeune Célestine une intelligence vive, une compassion naturelle, et surtout des mains douces et précises. « Toi, tu as les mains d'une sage-femme, »
lui avait dit maman Zélie un jour, en créole. « Je vais t'apprendre, parce que je suis vieille, et quand je mourrai, il faudra quelqu'un pour prendre ma place. » Pendant 10 ans, Célestine avait été l'apprentie de maman Zélie. Elle avait appris les secrets des plantes médicinales, lesquelles arrêtaient les saignements, lesquelles calmaient la douleur, lesquelles aidaient le lait à venir après la naissance. Elle avait appris à lire le corps d'une femme enceinte, à identifier les problèmes avant qu'ils ne deviennent mortels, à manipuler un bébé mal positionné, à gérer les complications. Mais plus important encore, maman Zélie lui avait transmis quelque chose que les livres européens ne pouvaient pas enseigner, la sagesse ancestrale africaine, l'intuition qui venait de générations de femmes ayant aidé d'autres femmes à mettre au monde des enfants dans les conditions les plus difficiles. En 1750, quand maman Zélie mourut paisiblement dans son sommeil à 82 ans, Célestine avait 32 ans et était déjà reconnue comme une sage-femme exceptionnelle. Le vieux Beaumont, voyant la valeur qu'elle représentait, l'avait exemptée du travail au champ et l'avait officiellement désignée comme la sage-femme de la plantation. Pendant 30 ans, Célestine avait exercé son art. 307 naissances, 302 bébés vivants. 5 morts, toutes inévitables, causées par des problèmes que même un médecin européen n'aurait pu résoudre. Et surtout, 0 mère morte. Pas une seule. Dans une époque où la mortalité maternelle était terrifiante, où une femme sur 10 mourait en couche, ce record était miraculeux. Sa réputation avait dépassé Bellerive. Les plantations voisines l'appelaient pour les accouchements difficiles. Même certains colons blancs, méfiants des médecins européens trop prompts à utiliser les forceps et la saignée, préféraient faire appel à tante Célestine pour leurs épouses. Retour à juillet 1780. Après avoir sauvé Thérèse et son bébé, Célestine retourna vers sa case pour se reposer un peu. Elle avait à peine dormi 3 heures la nuit précédente. À 62 ans, son corps mettait plus de temps à récupérer qu'avant. Mais elle n'eut pas le temps d'entrer. Un domestique de la grande maison en livrée blanche l'attendait devant sa porte. « Tante Célestine, le colonel Beaumont demande à vous voir immédiatement à la grande maison. » Le cœur de Célestine se serra légèrement. Le colonel Armand Beaumont, 54 ans, avait hérité de Bellerive à la mort de son père 10 ans plus tôt. C'était un homme dur, calculateur, obsédé par le profit et la productivité. Il traitait ses esclaves comme du bétail précieux, à entretenir suffisamment pour qu'ils travaillent bien, mais sans sentimentalité aucune. Cependant, il avait toujours témoigné d'un respect particulier pour Célestine. C'était elle qui avait fait naître ses 3 filles, Amélie, maintenant 23 ans, Louise, 20 ans, et Charlotte, 17 ans. 3 accouchements parfaits, 3 filles en excellente santé. Célestine se lava rapidement les mains et le visage, ajusta son madras et suivit le domestique vers la grande maison, une imposante demeure coloniale à 2 étages, avec ses colonnes blanches, ses vérandas spacieuses et son toit de tuiles rouges qui dominait toute la plantation. On la fit entrer dans le petit salon, où le colonel recevait habituellement les gérants et les visiteurs moins importants. Il était là, debout près de la fenêtre, regardant les champs de canne à sucre qui s'étendaient à perte de vue. À côté de lui se tenait son épouse, Madame Élisabeth, une femme de 40 ans, au visage pâle et aux traits délicats. « Tante Célestine, » dit le colonel en se retournant, « j'ai une nouvelle à t'annoncer. Ma femme est enceinte. » Célestine sourit, mais quelque chose dans le ton du colonel, dans la pâleur de Madame Élisabeth, la mit immédiatement en alerte. « C'est une merveilleuse nouvelle, monsieur le colonel. Mes félicitations à vous deux. » « C'est notre 4e enfant, » continua le colonel, la voix chargée d'une émotion contenue. « Après 10 ans sans grossesse, nous pensions que c'était fini. Mais Dieu nous donne une dernière chance. » Il s'approcha de Célestine, la regardant droit dans les yeux. « Une dernière chance d'avoir un fils, un héritier, quelqu'un qui portera le nom de Beaumont et qui héritera de Bellerive. Je ne peux pas laisser cette plantation aux mains d'un gendre. J'ai besoin d'un fils. » Célestine comprit immédiatement la pression qui pesait sur cette grossesse. Le colonel ne demandait pas juste qu'elle fasse naître un bébé en bonne santé, il exigeait qu'elle lui donne un fils vivant. « Monsieur le colonel, dit-elle prudemment,
Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour que madame et l'enfant soient en bonne santé. Mais le sexe de l'enfant, je sais, coupa-t-il. Le sexe est dans les mains de Dieu, mais la vie de l'enfant, elle, est dans tes mains. Et je compte sur toi, Célestine. Tu n'as jamais perdu une mère. Tu n'as perdu que 5 bébés en 30 ans. Ces statistiques sont remarquables. J'ai confiance en toi. Il marqua une pause, puis ajouta d'un ton qui se voulait encourageant, mais qui sonnait comme une menace à peine voilée. Et tu seras récompensé. Si cet enfant naît vivant et en bonne santé, je te donnerai ta liberté. Un certificat d'affranchissement. À 62 ans, tu pourras finir ta vie comme femme libre. Le souffle de Célestine se bloqua. La liberté. Après 46 ans d'esclavage. C'était un rêve qu'elle avait depuis longtemps abandonné. Et maintenant, le colonel l'offrait, suspendu à la réussite d'un seul accouchement. Je vous remercie, monsieur le colonel. Je ferai de mon mieux. Bien. Maintenant, examine ma femme. Dis-moi comment elle va. Célestine s'approcha de madame Élisabeth avec douceur. La pauvre femme semblait terrifiée, ses mains tremblant légèrement. « Madame, puis-je vous examiner ?» Madame Élisabeth hocha la tête. Célestine palpa doucement son ventre encore plat. La grossesse n'en était qu'à 2 mois, puis prit son pouls, examina ses yeux, sa langue, posa des questions sur ses symptômes. Ce qu'elle découvrit la glaça. Madame Élisabeth était déjà très affaiblie. Son pouls était irrégulier. Elle avait des saignements légers mais constants. Sa peau avait la pâleur cireuse de quelqu'un dont le sang n'était pas assez riche. À 40 ans, après 10 ans sans grossesse, son corps n'était plus fait pour porter un enfant. Célestine savait qu'elle devait être honnête, mais elle savait aussi que le colonel ne voulait pas entendre de mauvaises nouvelles. « Monsieur le colonel, dit-elle lentement, madame est enceinte, c'est certain, mais c'est une grossesse qui sera difficile. Madame a besoin de beaucoup de repos, d'une alimentation très riche et de surveillance constante. Je recommande aussi que vous fassiez venir un médecin de Fort-de-France pour un second avis. » Le visage du colonel se durcit. « Un médecin? Pourquoi? Tu ne crois pas être capable de gérer cette grossesse? Ce n'est pas ça, monsieur. Mais madame a 40 ans, elle n'a pas porté d'enfant depuis 17 ans. Son corps fera ce qu'il doit faire, » coupa sèchement le colonel. « Et toi, tu feras ce que tu fais depuis 30 ans, aider les femmes à accoucher en sécurité. Je ne veux pas de médecin étranger qui viendra examiner ma femme avec ses instruments brutaux et ses méthodes barbares. Tu es la meilleure sage-femme de la Martinique. Tu as fait naître mes 3 filles sans problème. Tu feras de même avec ce 4e enfant. » Célestine voulut insister, mais le ton du colonel ne laissait aucune place à la discussion. Elle s'inclina respectueusement. « Bien, monsieur le colonel, je veillerai sur madame jour et nuit, si nécessaire. C'est exactement ce que j'attends de toi. Tu vas déménager dans une chambre de la grande maison pour être disponible en permanence. Toutes tes autres obligations sont suspendues jusqu'à la naissance. Tu te concentres uniquement sur ma femme et mon enfant. C'est compris? Oui, monsieur le colonel. Parfait. Mon intendant va organiser ton installation. Vous pouvez disposer. » Célestine sortit de la grande maison, son cœur lourd comme du plomb. Elle venait d'accepter la plus grande responsabilité de sa vie, une responsabilité dont elle savait déjà qu'elle pourrait bien se terminer en tragédie. Alors qu'elle retournait à sa case pour préparer ses affaires, elle croisa le père Mathieu, le prêtre catholique de la plantation, un homme d'une 50aine d'années au visage bienveillant. « Tante Célestine, dit-il en la voyant, tu as l'air soucieuse. » « Oh, quelque chose ne va pas ?» Célestine hésita, puis décida de se confier. Le père Mathieu était un des rares blancs de la plantation qui traitait les esclaves avec une vraie compassion. « Père, madame Élisabeth est enceinte. Le colonel veut un fils. Il m'a promis ma liberté si l'enfant naît vivant. Mais j'ai peur, père. Cette grossesse est dangereuse, très dangereuse, et le colonel refuse de faire venir un médecin. » Le prêtre fronça les sourcils, inquiet. « Tu as essayé de le convaincre? Il ne veut rien entendre. Il a une confiance absolue en moi, mais je ne suis qu'une sage femme, père. Je ne peux pas faire de miracle. »
Le père Mathieu posa une main réconfortante sur son épaule. « Tu feras de ton mieux, Célestine. C'est tout ce que Dieu demande de nous, faire de notre mieux avec les moyens qu'il nous donne. Prie et confiance, et utilise toute ton expérience. Et sache que je prierai pour toi, pour Madame Élisabeth et pour l'enfant à naître. Merci, Père. » Mais tandis qu'elle préparait ses affaires pour s'installer à la grande maison, Célestine ne pouvait s'empêcher de se sentir comme une prisonnière marchant vers son exécution. Elle avait un mauvais pressentiment, le genre de pressentiment que 40 ans d'expérience lui avaient appris à ne jamais ignorer. Cette grossesse allait mal se terminer. Elle le sentait dans ses os. Et quand elle se terminerait mal, le colonel la tiendrait responsable. Sa liberté promise se transformerait en punition terrible. Les 7 mois qui allaient suivre seraient les plus éprouvants de toute sa vie. Célestine allait se battre chaque jour pour maintenir Madame Élisabeth et son bébé en vie. Elle allait utiliser toutes ses connaissances, toutes ses herbes, toutes ses prières. Mais certaines batailles, elle le savait, ne pouvaient pas être gagnées par la seule volonté humaine. Célestine s'installa dans une petite chambre attenante à celle de Madame Élisabeth, au premier étage de la grande maison. Pour la première fois en 46 ans d'esclavage, elle dormait sur un vrai lit avec un matelas de plumes, des draps propres et une moustiquaire pour la protéger des insectes. Mais ce confort inhabituel ne lui apportait aucune joie. C'était une cage dorée où elle attendait une catastrophe qu'elle sentait inévitable. Dès les premières semaines, ses craintes se confirmèrent. Madame Élisabeth souffrait constamment. Les nausées matinales, normales au début d'une grossesse, ne passaient pas. Elle vomissait plusieurs fois par jour, incapable de garder la nourriture. Célestine préparait des tisanes de gingembre et de menthe, des bouillons légers, essayait tous les remèdes qu'elle connaissait. Rien n'y faisait vraiment. « Non, madame, il faut absolument que vous mangiez, » suppliait Célestine, en tenant une cuillère de bouillon devant les lèvres pâles de sa patiente. « Le bébé a besoin de force, et vous aussi. »« Je ne peux pas, Célestine, » gémissait Madame Élisabeth, le teint verdâtre. « Dès que j'avale quelque chose, ça ressort d'aussitôt. » Les saignements, qui avaient commencé légers, empiraient lentement. Chaque semaine, Célestine trouvait du sang sur les linges de Madame Élisabeth. Pas assez pour être alarmant selon les standards médicaux de l'époque, mais suffisant pour inquiéter profondément une sage-femme expérimentée. Le colonel venait voir sa femme 2 fois par jour, matin et soir. À chaque visite, il demandait à Célestine « Alors, comment va-t-elle ? Le bébé est fort ?» Et à chaque fois, Célestine mentait par omission. « Madame se repose beaucoup, le bébé grandit », ce qui était techniquement vrai. Le bébé grandissait, elle le sentait quand elle palpait le ventre qui s'arrondissait. Mais la mère s'affaiblissait, et c'était ça qui terrifiait Célestine. Une mère affaiblie ne pouvait pas survivre à un accouchement difficile. Septembre 1780. Un soir, alors que le soleil se couchait sur la plantation et que les esclaves rentrèrent des champs, Célestine s'autorisa une promenade dans les jardins de la grande maison pour prendre l'air. Elle y rencontra Amélie, la fille aînée du colonel, 23 ans, qui lisait sur un banc. « Tante Célestine, » dit Amélie en levant les yeux de son livre, « comment va ma mère ?» Amélie était différente de son père. Élevée en partie par des gouvernantes françaises venues de métropole, elle avait été exposée aux idées des Lumières. Elle détestait l'esclavage, trouvait la cruauté de son père révoltante, mais était impuissante à changer quoi que ce soit. Célestine hésita, puis décida d'être honnête. Amélie était peut-être sa seule alliée dans cette maison. « Mademoiselle Amélie, votre mère va mal. Cette grossesse est très difficile. Son corps n'est plus fait pour porter un enfant. Elle est constamment malade, elle perd du sang, elle s'affaiblit de jour en jour. » Le visage d'Amélie se crispa d'inquiétude. « Mon Dieu, est-ce qu'elle peut mourir? Si les choses continuent ainsi, oui, c'est possible. J'ai essayé de convaincre votre père de faire venir un médecin de Fort-de-France, mais il refuse. Pourquoi? Pourquoi refuse-t-il? Parce qu'il a peur que le médecin lui dise ce qu'il ne veut pas entendre, que cette grossesse doit être interrompue pour sauver la vie de votre mère. »
Amélie se leva brusquement, le livre tombant de ses mains. C'est de la folie. Il préfère risquer la vie de ma mère pour avoir un héritier mâle. Je vais lui parler. Non, mademoiselle, dit rapidement Célestine en la retenant doucement par le bras. Ne faites pas ça. Votre père est obsédé par cette idée d'avoir un fils. Si vous le confrontez, il se mettra en colère et la situation empirera. Laissez-moi faire mon travail. Je vais tout essayer pour sauver votre mère et le bébé. Et si tu ne peux pas les sauver tous les deux? Célestine resta silencieuse. C'était précisément la question qui la hantait chaque nuit. Si elle devait choisir entre la mère et l'enfant, que ferait-elle? La morale lui dictait de sauver la mère. Mais le colonel exigeait qu'elle sauve l'enfant, son précieux héritier. « Je prierai pour ne jamais avoir à faire ce choix », murmura-t-elle finalement. Octobre 1780. Le 5e mois de grossesse arriva. Normalement, c'était à ce stade que les femmes commençaient à se sentir mieux, que les nausées diminuaient, que l'énergie revenait. Mais pour Madame Élisabeth, tout empirait. Elle était maintenant confinée au lit en permanence. Le moindre effort, se lever pour aller aux toilettes, s'asseoir pour manger, la laissait épuisée et essoufflée. Son visage avait pris une pâleur de cire, ses yeux s'étaient enfoncés dans leurs orbites, ses cheveux perdaient leur brillance. Célestine dormait maintenant dans la chambre même de Madame Élisabeth, sur un petit lit de camp installé dans le coin. Elle se réveillait plusieurs fois par nuit pour vérifier que sa patiente respirait encore, pour lui donner de l'eau, pour changer les linges tachés de sang. Un matin d'octobre, alors qu'elle aidait Madame Élisabeth à s'asseoir pour prendre un peu de bouillon, celle-ci lui prit soudain la main avec une force désespérée. « Ah, Célestine !» murmura-t-elle d'une voix faible. « Dis-moi la vérité. Je vais mourir, n'est-ce pas ?» Célestine voulut mentir, dire des paroles rassurantes, mais quelque chose dans le regard de Madame Élisabeth l'en empêcha. Cette femme méritait la vérité. « Madame, dit-elle doucement, votre état est très préoccupant. Votre corps lutte contre cette grossesse. Si les choses ne s'améliorent pas, je sais, je le sens. Chaque jour, je me sens plus faible, comme si la vie s'échappait de moi. » Des larmes coulèrent sur ses joues creusées. « J'ai 40 ans, Célestine. J'ai déjà 3 belles filles. J'aurais dû être satisfaite. Mais mon mari veut tellement un fils. Et moi, idiote que je suis, j'ai voulu lui donner ce fils, pour lui faire plaisir, pour être enfin assez bien à ses yeux. » Célestine serra la main fragile de Madame Élisabeth. « Vous êtes plus que assez bien, madame. Vous êtes une femme bonne, une mère aimante. Votre valeur ne dépend pas du sexe des enfants que vous portez. »« Dis ça à mon mari, » répondit amèrement Madame Élisabeth. « Pour lui, une femme qui ne donne pas d'héritier mâle est un échec. » Elle caressa son ventre rond. « Cet enfant, si c'est vraiment un garçon, s'il naît vivant, promets-moi que tu en prendras soin, que tu le protégeras, parce que je sens que je ne serai pas là pour l'élever. Ne dites pas ça, madame, vous allez survivre, je ferai tout. Promets-le-moi, Célestine. Je vous le promets, madame. » Madame Élisabeth ferma les yeux, épuisée par cet échange. Célestine resta à son chevet, tenant sa main, priant silencieusement tous les saints qu'elle connaissait pour qu'un miracle se produise. Novembre 1780. Le 6e mois fut un calvaire. Les saignements devinrent plus fréquents et plus abondants. Célestine utilisait toutes ces herbes astringentes, écorce de chêne, feuilles de framboisier, poudre d'achillée millefeuille, mais rien n'arrêtait complètement l'hémorragie lente et constante. Un soir, alors que Célestine changeait encore une fois les linges ensanglantés de Madame Élisabeth, le colonel entra dans la chambre. Il vit le sang, le visage cadavérique de sa femme, et pour la première fois, Célestine décela une lueur de peur dans ses yeux. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda-t-il sèchement. « Pourquoi perd-elle autant de sang ?»« Monsieur le colonel, » dit Célestine en choisissant soigneusement ses mots, « le placenta, l'organe qui nourrit le bébé, est positionné trop bas dans l'utérus. C'est ce qui cause les saignements. C'est une complication dangereuse. Je vous supplie de faire venir un médecin. Un médecin ne peut rien faire de plus que toi, » coupa le colonel. « Tu es la meilleure sage-femme de l'île.
Si toi tu ne peux pas la sauver, un médecin ne le pourra pas non plus. Il se pencha sur sa femme endormie, caressa son front moite. Combien de temps encore avant la naissance? 3 mois, monsieur, si madame parvient à tenir jusque-là. Elle tiendra, elle doit tenir. Et le bébé? Célestine palpa le ventre de madame Elisabeth avec précaution. Le bébé semble se développer normalement. Il bouge bien, son cœur bat fort. C'est un garçon, j'en suis sûr, je le sens. Le colonel se redressa, reprenant son masque de dureté. « Continue à faire ce que tu fais, Célestine. Garde-les en vie tous les deux. N'oublie pas ce qui est en jeu, ta liberté. » Comment aurait-elle pu oublier? Cette liberté promise était devenue une chaîne plus lourde que toutes celles qu'elle avait portées en 46 ans d'esclavage. Elle n'était plus simplement une sage-femme faisant de son mieux. Elle était une prisonnière dont la libération dépendait d'une impossibilité médicale. Décembre 1780. Le 7e mois arriva avec les pluies de la saison humide. L'humidité rendait tout plus difficile. Les draps mettaient plus de temps à sécher. Les herbes médicinales moisissaient plus vite. Et madame Elisabeth, déjà faible, développa une toux persistante qui aggravait sa condition. Célestine ne quittait pratiquement plus la chambre. Elle dormait par intervalles de 2 heures, toujours en alerte. Les autres esclaves de la maison lui apportaient ses repas, qu'elle mangeait rapidement sans goût. Un après-midi pluvieux, alors que madame Elisabeth dormait fitfulément, Célestine s'autorisa un moment de repos près de la fenêtre. Elle regardait les champs de canne à sucre trempés par la pluie, où les esclaves continuaient à travailler malgré le déluge. La porte s'ouvrit doucement. C'était Amélie, portant un plateau avec du thé et des biscuits. « Je me suis dit que tu avais besoin de ça, » dit-elle en déposant le plateau sur la petite table. « Merci, mademoiselle Amélie. » Elles burent le thé en silence pendant quelques minutes. Puis Amélie demanda « Sincèrement, Célestine, quelles sont ses chances ?» Célestine prit une longue inspiration. Si elle arrive au 8e mois, peut-être 50%. Si elle arrive au terme, peut-être 30%. L'accouchement lui-même, avec les saignements qu'elle a déjà, elle pourrait ne pas y survivre. Et le bébé? Le bébé a de meilleures chances que la mère. Si je peux le faire naître, même prématurément, il pourrait survivre. Amélie serra rapidement les poings. C'est monstrueux. Mon père est prêt à sacrifier ma mère pour un héritier. Et tu sais quoi? Même si le bébé naît et que c'est encore une fille, il sera déçu. Rien ne compte pour lui, sauf avoir un fils. Elle regarda Célestine avec des larmes dans les yeux. « Si tu dois choisir, Célestine. Et si ça arrive, choisis ma mère. S'il te plaît, je préfère ne pas avoir de petit frère ou petite sœur que de perdre ma mère. » Célestine hocha lentement la tête. « Je ferai de mon mieux pour les sauver tous les deux, mademoiselle. Mais si je dois choisir, je choisirai la vie de votre mère. C'est ce que ma conscience me dicte. »« Merci, » murmura Amélie. Après qu'Amélie fut partie, Célestine retourna au chevet de madame Elisabeth. Elle posa doucement sa main sur le ventre rond et sentit le bébé bouger, un coup de pied vigoureux, signe de force. « Petit, » murmura-t-elle en créole, « tu te bats pour vivre. Ta maman se bat aussi, et moi, je me bats pour vous deux. Mais s'il faut choisir, je choisirai celle qui est déjà là, qui a déjà vécu, qui a déjà 3 enfants qui ont besoin d'elle. Pardonne-moi d'avance. » Janvier et février 1781 allaient être les mois les plus terribles. Le 8e et le 9e mois, où tout pouvait basculer à chaque instant. Célestine savait qu'elle se dirigeait vers une catastrophe. Elle ne pouvait que prier pour que, quand cette catastrophe arriverait, elle ait encore assez de force et d'habileté pour sauver au moins une des 2 vies sous sa responsabilité. La question n'était plus si quelque chose irait mal, mais quand et comment survivre aux conséquences. Le ciel au-dessus de Bellerive était d'un gris plombé, lourd de l'humidité qui précède les tempêtes tropicales. Célestine était assise au chevet de madame Elisabeth, comme elle l'avait fait presque chaque nuit depuis 9 mois, quand elle sentit la main de sa patiente se crisper soudainement sur son bras. « Célestine, ça commence !» La sage-femme posa immédiatement sa main sur le ventre tendu de madame Elisabeth et sentit la contraction, longue, puissante, implacable.
Ce n'était pas une fausse alerte. Le travail commençait réellement. « Très bien, madame », dit-elle avec un calme qu'elle était loin de ressentir. « Je vais vous examiner. » Ce qu'elle découvrit la terrifia. Le col de l'utérus était déjà dilaté de 3 centimètres, mais il y avait du sang, beaucoup plus que normal. Le placenta prévia, cette complication qu'elle redoutait depuis des mois, allait rendre cet accouchement extrêmement dangereux. « Je vais chercher tout ce dont j'ai besoin. » « Ne vous inquiétez pas, madame, je suis là. » Elle sortit rapidement de la chambre et trouva Marie-Joseph, une jeune domestique de la maison. « Va chercher le colonel immédiatement. Dis-lui que madame a commencé le travail. Ensuite, apporte-moi des linges propres, toute l'eau bouillante possible, et fais venir les 3 mademoiselles Beaumont. Vite !» Puis elle retourna auprès de madame Élisabeth, qui gémissait doucement, les mains crispées sur les draps. 8 ans. 2 heures plus tard, toute la famille était rassemblée. Le colonel faisait les 100 pas dans le corridor, à l'extérieur de la chambre, incapable de rester en place. Les 3 filles, Amélie, Louise et Charlotte, étaient dans la chambre adjacente, attendant anxieusement des nouvelles. Le père Mathieu était arrivé également, prêt à donner les derniers sacrements si nécessaire. Dans la chambre, Célestine luttait contre le temps et contre la biologie. Les contractions de madame Élisabeth étaient maintenant régulières, toutes les 5 minutes, mais le col ne se dilatait que très lentement, et le saignement continuait, implacable. « Célestine, j'ai si mal !» gémissait madame Élisabeth entre 2 contractions. « Je sais, madame, je sais, respirez profondément, comme ça, inspirez, expirez. » Célestine priait silencieusement. Elle avait accouché des centaines de femmes, survécu à toutes sortes de complications, mais celle-ci était différente. La mère était trop faible, avait perdu trop de sang pendant la grossesse. Même si le bébé naissait vivant, comment madame Élisabeth survivrait-elle à l'hémorragie post-partum qui arriverait inévitablement? 12 heures ans. Midi 6 heures s'était écoulé. Le colonel avait fait irruption 2 fois dans la chambre, exigeant des nouvelles, et à chaque fois, Célestine l'avait chassé avec une autorité qui surprenait même la sage-femme elle-même. « Monsieur le colonel, vous ne pouvez pas être ici. Votre présence stresse madame et ralentit le travail. Sortez et laissez-moi faire mon travail. » Le col était maintenant dilaté à 7 centimètres. Mais madame Élisabeth s'affaiblissait visiblement. Son teint était maintenant gris, ses lèvres presque blanches. Elle perdait conscience entre les contractions, ne se réveillant que quand une nouvelle vague de douleur la traversait. Célestine avait utilisé toutes ses herbes pour arrêter le saignement sans succès. Le sang continuait à couler, trempant linge après linge. Elle avait fait boire à madame Élisabeth des tisanes fortifiantes, mais la patiente vomissait la plupart. « Madame !» suppliait Célestine, « vous devez rester avec moi, restez consciente. Vous devez pousser quand ce sera le moment. Vous m'entendez ? » Je suis si fatiguée, murmura madame Élisabeth. « Si fatiguée, je sais, ma belle. Mais votre bébé a besoin de vous. Vos filles ont besoin de vous. Tenez bon, encore un peu. 16 heures, 16 heures, 10 heures de travail. » Célestine était elle-même épuisée, mais elle ne pouvait pas s'arrêter. Le col était maintenant complètement dilaté à 10 centimètres. C'était le moment. « Madame, dit-elle en secouant doucement madame Élisabeth, qui avait perdu conscience, réveillez-vous, il faut pousser. C'est le moment. » Madame Élisabeth ouvrit péniblement les yeux. « Je ne peux pas. Je n'ai plus de force. »« Vous devez. Votre bébé est prêt à sortir. À la prochaine contraction, vous poussez de toutes vos forces. Vous m'entendez? De toutes vos forces. » La contraction arriva. Madame Élisabeth poussa, un cri déchirant s'échappant de sa gorge. Célestine vit la tête du bébé apparaître brièvement, puis se rétracter. Encore, poussez encore. 3 poussées, 4, 5. Madame Élisabeth hurlait maintenant, un son primitif de douleur absolue. Célestine voyait la tête du bébé progresser millimètre par millimètre, et soudain, elle vit quelque chose qui la glaça jusqu'aux os, le cordon ombilical, enroulé autour du cou du bébé, 1 fois, 2 fois, 3 fois. « Non, 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 non » murmura-t-elle.
Elle essaya immédiatement de glisser ses doigts entre le cordon et le cou du bébé pour le dégager, mais c'était trop serré, et le bébé était encore coincé dans le canal de naissance. « Madame, écoutez-moi, le bébé a le cordon autour du cou, je dois le faire sortir maintenant, poussez, poussez comme vous n'avez jamais poussé de votre vie. » Madame Élisabeth, rassemblant ses dernières forces, poussa avec une énergie désespérée. Célestine tira doucement mais fermement sur la tête du bébé, essayant de dégager les épaules. Enfin, dans un glissement horrible de sang et de liquide amniotique, le bébé sortit. C'était un garçon. Exactement ce que le colonel voulait. Mais il était bleu, silencieux, immobile. 16h30. Célestine coupa rapidement le cordon enroulé 3 fois autour du cou du minuscule bébé. Elle le retourna, lui tapa le dos, essaya de le stimuler. Elle dégagea sa bouche et son nez du mucus, souffla doucement dans ses poumons. Rien, pas un son, pas un mouvement. Elle continua, refusant d'abandonner. Elle massa sa poitrine, frotta vigoureusement son corps, le plongea dans l'eau tiède puis froide pour provoquer un choc. Rien. 5 minutes, 10 minutes. Le petit corps restait mou, sans vie, bleu. Derrière elle, Madame Élisabeth avait sombré dans l'inconscience, perdant maintenant du sang en quantité alarmante. Célestine devait s'occuper d'elle immédiatement ou elle allait mourir aussi. Avec des larmes coulant sur son visage, Célestine déposa doucement le petit corps sans vie sur une table et retourna vers Madame Élisabeth. Elle massa vigoureusement son ventre pour expulser le placenta, appliqua tous ses remèdes pour arrêter l'hémorragie. Pendant 20 minutes, elle se battit pour sauver la mère. Finalement, l'hémorragie se calma. Madame Élisabeth respirait faiblement mais régulièrement. Elle allait survivre, mais son fils était mort. 17h. Célestine nettoya et enveloppa le petit corps dans un linge blanc. C'était un beau bébé, parfaitement formé, qui aurait dû peser environ 3 kilos. Mais il n'avait jamais respiré. Le cordon enroulé 3 fois l'avait étranglé dans le ventre de sa mère. Avec des mains tremblantes et le cœur brisé, elle ouvrit la porte de la chambre. Dans le corridor, le colonel était toujours là, les 3 filles également, ainsi que le père Mathieu. Tous se levèrent d'un bond en la voyant. Le colonel vit immédiatement le petit paquet blanc dans les bras de Célestine. Il vit son visage ravagé par les larmes, et il comprit. « Non », murmura-t-il. « Non. » « Monsieur le colonel, dit Célestine d'une voix brisée, je suis profondément désolé. C'est un garçon comme vous l'espériez, mais il est né mort. Le cordon ombilical était enroulé 3 fois autour de son cou. Il n'a jamais pu respirer. Aucune sage-femme au monde n'aurait pu le sauver. C'était inévitable. » Elle tendit le petit paquet vers le colonel. « Voulez-vous le voir ?» Le colonel s'approcha lentement, comme un somnambule. Il regarda le visage paisible du fils qu'il ne connaîtrait jamais, son fils, son héritier, mort. Pendant un long moment, personne ne bougea. Puis le visage du colonel changea. La tristesse se transforma en quelque chose de plus noir, de plus terrible, de la rage. « Tu l'as tué, dit-il d'une voix basse et dangereuse en regardant Célestine. « Quoi ? Non, monsieur le colonel, Tu l'as tué !» hurla-t-il soudain si fort que toute la maison dut l'entendre. 9 mois, 9 mois tu étais censé prendre soin de ma femme, 9 mois tu devais veiller sur mon fils, et maintenant il est mort. Père non, intervint Amélie en s'interposant entre le colonel et Célestine. Ce n'est pas sa faute. Le cordon était autour du cou du bébé. Personne n'aurait pu... « Tais-toi » rugit le colonel. « Elle a tué mon fils, par incompétence, par négligence, peut-être même volontairement. » Il pointa un doigt accusateur vers Célestine. « Tu es une vieille esclave jalouse. Tu ne supportais pas de voir un héritier blanc naître. Alors tu l'as tué. »« C'est faux, » sanglota Célestine. « J'ai tout essayé. J'ai fait tout ce qui était humainement possible. Le cordon, montre-moi ce cordon. » Célestine, tremblante, déplia partiellement le linge pour montrer le cordon ombilical toujours attaché au bébé, enroulé 3 fois autour du minuscule cou. Le colonel regarda, mais la rage dans ses yeux ne diminua pas. Il refusait de voir, refusait de comprendre. « Ça aurait pu être évité, cracha-t-il. Si tu avais été plus attentive, plus compétente, mon père avait confiance en toi.
Moi, j'avais confiance en toi. Je t'ai promis ta liberté. Et voilà comment tu me remercies, en tuant mon fils. Le père Mathieu s'avança, essayant d'être la voix de la raison. Monsieur le colonel, je vous en prie, la douleur vous fait dire des choses injustes. Ce sont des tragédies qui arrivent. Même les meilleurs médecins européens ne peuvent rien contre un cordon enroulé. Je ne veux pas entendre tes sermons, père. Mon fils est mort, et elle va payer. Il se tourna vers Célestine, les yeux injectés de sang. Demain matin, toute la plantation sera rassemblée, et tu vas être puni, publiquement, pour que tous sachent ce qui arrive à ceux qui échouent à servir la famille Beaumont. Sur ces mots, il arracha le petit corps des bras de Célestine et s'éloigna dans le corridor, tenant son fils mort contre sa poitrine, sanglotant enfin maintenant qu'il était seul. Célestine s'effondra sur le sol, brisée, tandis qu'Amélie et ses sœurs se précipitaient pour la soutenir. Dans la chambre, Madame Élisabeth, qui avait repris brièvement conscience et entendu les cris, pleurait silencieusement, le cœur brisé par la mort de son fils, et par l'injustice terrible qui frappait la femme qui lui avait sauvé la vie. La nuit qui suivit fut la plus longue de la vie de Célestine. Emprisonnée dans une case de punition, menottes au poignet, elle savait que l'aube apporterait un châtiment terrible. Elle avait passé 40 ans à donner la vie, à sauver des mères et des bébés, et maintenant, à cause d'une tragédie qu'aucun être humain n'aurait pu empêcher, elle allait être punie comme une criminelle. La justice n'existait pas pour les esclaves, seulement la vengeance de maîtres qui refusaient d'accepter que même leur argent et leur pouvoir ne pouvaient pas contrôler la vie et la mort. Le 16 août 1781, 8h du matin, le soleil se levait sur Belle-Rive, indifférent au drame qui s'était déroulé la veille. Dans la cour centrale de la plantation, entre la grande maison et les cases des esclaves, plus de 200 personnes étaient rassemblées. Tous les esclaves du domaine, convoqués sous peine de fouet, ainsi qu'une douzaine de blancs. Le gérant, le contremaître, quelques colons voisins que le colonel avait fait appeler pendant la nuit, et le père Mathieu. Au centre de la cour, on avait érigé une estrade en bois. Le colonel Beaumont s'y tenait debout, vêtu de noir, de la tête aux pieds, le visage dur comme la pierre. À ses côtés se trouvaient 2 contremaîtres tenant des fouets et un brasero où chauffaient déjà des fers à marquer. Célestine fut traînée hors de la case de punition par 2 esclaves qui avaient reçu l'ordre de l'amener. Elle n'avait pas dormi de la nuit. Son corps était brisé par l'épuisement des 30 heures d'accouchement, et son esprit était encore plus brisé par l'injustice de ce qui lui arrivait. On la força à monter sur l'estrade. Le colonel la regarda avec un mépris glacial. « Silence !» ordonna-t-il à la foule qui murmurait. « Vous êtes tous ici pour assister à un acte de justice. Cette femme, Célestine, que beaucoup d'entre vous appellent tante, que vous respectez, que vous considérez comme une guérisseuse et une sage femme. Cette femme est une meurtrière. » Des exclamations choquées s'élevèrent de la foule. Célestine chancela, mais les 2 contremaîtres la maintinrent debout. « Hier, » continua le colonel d'une voix forte qui portait dans toute la cour, « mon fils est né, l'héritier que j'attendais depuis 23 ans, un garçon parfaitement formé, en bonne santé. Mais il est né mort, étranglé par son cordon ombilical. » Il fit une pause dramatique. Cette tragédie aurait pu être évitée si Célestine avait fait son travail correctement. Si elle avait été plus attentive, plus compétente, plus diligente. Mais elle a failli. Par négligence, par incompétence, peut-être même par malveillance. Et mon fils en a payé le prix ultime. « C'est faux !» cria soudain une voix dans la foule. C'était Amélie, la fille aînée du colonel qui s'avançait vers l'estrade, ignorant les tentatives de ses sœurs pour la retenir. « Père, tu sais que c'est faux. J'étais là. J'ai vu le bébé. Le cordon était enroulé 3 fois autour de son cou. Aucune sage-femme au monde n'aurait pu. Retourne à la maison, rugit le colonel. Ceci ne te concerne pas. Si, ça me concerne. Célestine a sauvé la vie de maman. Maman aurait pu mourir hier, mais grâce à Célestine, elle est vivante. Et toi, tu l'as punie pour une tragédie qu'elle n'a pas causée. » Le colonel descendit de l'estrade et s'approcha de sa fille, le visage empourpré de rage. « Si tu dis un mot de plus, je te fais enfermer dans ta chambre pour 1 mois. »« Tu m'as entendu ?»
Un mot de plus. Amélie le regarda dans les yeux, des larmes de rage et d'impuissance coulant sur ses joues, mais elle ne dit plus rien. Louise et Charlotte l'entraînèrent doucement vers la maison, tandis que le colonel remontait sur l'estrade. Comme vous pouvez le constater, même ma propre fille a été manipulée par cette femme. Célestine a passé 9 mois dans notre maison, gagnant la confiance de ma famille, jouant le rôle de la servante dévouée. Mais elle a échoué dans sa mission la plus importante. Il se tourna vers les colons voisins qu'il avait convoqués. « Messieurs, vous êtes ici comme témoins et comme jury. Je vous demande, quand un esclave échoue dans une tâche qui lui a été confiée, entraînant la mort d'un membre de la famille du maître, quelle doit être la punition ?» Un des colons, M. Dubois, propriétaire de la plantation voisine, s'avança. « Monsieur le colonel, avec tout le respect que je vous dois, j'ai entendu parler de tante Célestine. Sa réputation est excellente. 300 naissances, seulement 5 bébés perdus en 40 ans. C'est remarquable. Si elle dit que le cordon était enroulé autour du cou, vous mettez en doute ma parole ?» coupa sèchement le colonel. « Non, monsieur, mais je dis simplement que ces tragédies arrivent. Ma propre femme a perdu 2 enfants à la naissance. Le médecin le plus cher de Fort-de-France n'a rien pu faire. Alors vous suggérez que je ne fasse rien, que je laisse cette incompétence impunie. » Un autre colon, M. Renaud, intervint. Un homme connu pour sa cruauté envers ses propres esclaves. « Le colonel a raison. Un esclave qui échoue doit être puni, sinon où va-t-on? Ils commenceront tous à croire qu'ils peuvent faire des erreurs sans conséquence. Il faut un exemple. » Le colonel hocha la tête avec satisfaction. « Merci, monsieur Renaud. Quelqu'un d'autre ?» Le père Mathieu s'avança, la voix tremblante mais déterminée. « Monsieur le colonel, en tant qu'homme de Dieu, je dois élever ma voix. Cette femme a consacré 40 ans de sa vie à sauver des vies. Elle a sauvé la vie de votre épouse hier. Punir quelqu'un pour une tragédie naturelle n'est pas de la justice, c'est de la vengeance. Et la vengeance n'appartient qu'à Dieu. »« Vos sermons ne m'intéressent pas, père, » cracha le colonel. « Je ne suis pas ici pour discuter de théologie. Je suis ici pour rendre justice. » Il se tourna vers Célestine, qui n'avait pas dit un mot depuis qu'elle était montée sur l'estrade, le visage ruisselant de larmes silencieuses. « Célestine, as-tu quelque chose à dire pour ta défense ?» Célestine leva lentement la tête, rassemblant ce qui lui restait de dignité. « Monsieur le colonel, » dit-elle d'une voix faible mais claire, « pendant 40 ans, j'ai servi cette plantation avec mes mains et mon cœur. J'ai fait naître vos 3 filles, j'ai fait naître plus de 300 enfants, j'ai sauvé des dizaines de mères qui seraient mortes sans moi. Hier, j'ai passé 30 heures à me battre pour sauver Madame Élisabeth et votre fils. J'ai prié, j'ai utilisé toutes mes connaissances, toutes mes herbes, toute mon expérience. » Sa voix se brisa. Le cordon était enroulé 3 fois autour du cou de votre fils. Il était déjà mort quand il est sorti. Aucun médecin, aucune sage-femme au monde n'aurait pu le sauver. C'était la volonté de Dieu, pas la mienne. « La volonté de Dieu ?» répéta le colonel avec un rire amer. « Non, c'était ton incompétence. » Il fit un geste au contremaître. « Voici mon verdict. Célestine, tu es déclarée coupable de négligence criminelle ayant entraîné la mort de mon fils. Ta punition sera la suivante. » Il compta sur ses doigts, chaque phrase tombant comme un coup de marteau. « Premièrement, tes mains, ces mains qui ont tué mon fils, seront marquées au fer rouge avec la lettre M pour meurtrière. Ainsi, où que tu ailles, tous sauront ce que tu as fait. » Des cris d'horreur s'élevèrent de la foule d'esclaves. Marquer les mains d'une sage-femme, c'était la détruire, l'empêcher à jamais de pratiquer son art. Deuxièmement, tu es interdite de jamais pratiquer la profession de sage-femme à nouveau. Si je découvre que tu as aidé à un accouchement, tu seras fouettée publiquement. »« Non !» cria une voix dans la foule. C'était Thérèse, la jeune femme dont Célestine avait sauvé le bébé 2 mois plus tôt. « Tante Célestine a sauvé ma vie et celle de ma fille. Vous ne pouvez pas... » Un contremaître frappa Thérèse avec le manche de son fouet, la faisant taire. « Troisièmement,
continua impitoyablement le colonel. Tu seras forcé d'assister à tous les futurs accouchements sur cette plantation, mais seulement en spectatrice. Tu regarderas, tu verras d'autres femmes lutter avec des complications que tu pourrais résoudre. Mais tu ne pourras rien faire. Tu seras impuissante, comme mon fils était impuissant hier dans le ventre de sa mère. C'était la cruauté la plus raffinée, forcer Célestine à regarder des femmes et des bébés souffrir et mourir, sachant qu'elle aurait pu les sauver, mais être interdite d'intervenir. « Mais père, non !» C'était Amélie qui revenait en courant, ayant échappé à ses sœurs. Elle monta sur l'estrade et s'agenouilla devant son père. « Je t'en supplie, ne fais pas ça. Maman est vivante grâce à Célestine. Si tu fais ça, tu condamnes toutes les futures mères de cette plantation. Qui va les aider? Qui a l'expérience de Célestine? »« Silence !» rugit le colonel en repoussant sa fille. « Garde, emmenez ma fille et enfermez-la dans sa chambre, maintenant !» Deux domestiques traînèrent Amélie qui criait et se débattait loin de l'estrade. Le colonel fit un signe au contremaître. L'un d'eux prit les fers chauffés au rouge dans le brasero. L'autre força Célestine à s'agenouiller et lui maintint les bras tendus devant elle, paume vers le haut. « Non !» criait la foule d'esclaves. « Pas ses mains, pas tante Célestine !» Mais personne n'osait bouger. Les contremaîtres blancs étaient armés. Intervenir signifiait la mort. Le père Mathieu tentait une dernière fois. « Monsieur le colonel, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ qui a dit « Père, pardonnez-leur car ils ne savent ce qu'ils font, je vous implore. »« Procédez » ordonna froidement le colonel. Le contremaître approcha le fer rouge, marqué d'un M de la paume droite de Célestine. Célestine ferma les yeux et pria silencieusement. Puis, rassemblant un courage venu du plus profond d'elle-même, elle regarda le colonel droit dans les yeux. « Vous pouvez marquer mes mains, monsieur le colonel. Vous pouvez m'interdire de pratiquer. Mais vous ne pouvez pas effacer 40 ans de vie sauvée. Vous ne pouvez pas changer la vérité. Votre fils est mort d'un accident de la nature, pas de mon incompétence. Et un jour, quand vous serez seul avec votre conscience, vous le saurez. Maintenant, hurla le colonel. Le fer toucha la paume de Célestine. Le cri qui sortit de sa gorge était quelque chose de primitif, de déchirant, un son qu'aucun être humain ne devrait jamais avoir à produire. L'odeur de chair brûlée emplit l'air. Les femmes dans la foule pleuraient ouvertement. Les hommes détournaient les yeux. Puis le fer fut appliqué à la main gauche. Un deuxième cri, encore plus terrible que le premier. Quand ce fut fini, Célestine s'effondra sur l'estrade, inconsciente de douleur, ses mains marquées à jamais du M de meurtrière. « Que ceci serve de leçon à tous !» déclara le colonel à la foule silencieuse et horrifiée. « L'échec n'est pas toléré à Belle-Rive. Rompez !» Les esclaves se dispersèrent lentement, en état de choc. Plusieurs femmes pleuraient. Les hommes serrèrent les poings, impuissants. Thérèse s'agenouilla où Célestine était tombée et ramassa une goutte de sang tombée sur le bois de l'estrade, qu'elle serra dans son poing comme une relique. Le père Mathieu resta sur place, agenouillé près du corps inconscient de Célestine, priant à voix haute pour son âme et pour le pardon d'un homme qui avait choisi la vengeance plutôt que la justice. Dans la grande maison, Madame Élisabeth, trop faible pour se lever mais ayant entendu les cris depuis sa chambre, pleurait silencieusement dans son lit, le cœur brisé par ce que son mari avait fait à la femme qui lui avait sauvé la vie. Et dans sa chambre, où elle était enfermée, Amélie frappait la porte de ses poings, hurlant sa rage et son impuissance face à l'injustice qu'elle venait de voir. Célestine avait survécu à 46 ans d'esclavage. Elle avait survécu au Middle Passage. Elle avait survécu aux travaux forcés dans les champs de canne. Elle avait survécu à la perte de sa propre famille, vendue dans d'autres plantations quand elle était jeune. Mais survivrait-elle à ceci? À voir ses mains, son identité, son but, son don, marquées comme celle d'une criminelle, à être interdite de faire la seule chose qui donnait un sens à sa vie? Le prochain chapitre révélerait si l'esprit humain pouvait survivre à une telle destruction. Septembre 1781, un mois après le châtiment. Célestine survivait, mais on ne pouvait pas dire qu'elle vivait.
Elle avait été renvoyée à sa case d'esclave, ses mains bandées avec des linges qui devaient être changés 2 fois par jour. Le père Mathieu venait lui-même faire les pansements, utilisant des baumes à base de miel et d'aloès pour aider les brûlures à guérir. Les cicatrices qui se formaient étaient épaisses, boursouflées, le M clairement visible sur chaque paume. Mais pire que la douleur physique était la douleur morale. Célestine ne parlait presque plus. Elle restait assise des heures durant devant sa case, regardant dans le vide, ses mains marquées posées sur ses genoux. Les autres esclaves venaient la voir, lui apportaient de la nourriture, essayaient de la réconforter. Mais que dire à quelqu'un dont toute l'identité avait été détruite? Thérèse venait chaque jour avec sa petite fille de 3 mois, Marie-Célestine, qu'elle avait nommée ainsi en l'honneur de la sage-femme qui l'avait sauvée. « Tante, regarde comme elle a grandi, grâce à toi. Ma fille est en vie grâce à toi. » Mais Célestine regardait à peine le bébé. Elle semblait avoir perdu tout intérêt pour la vie. Octobre 1781, l'ordre terrible. Un matin, un contremaître vint chercher Célestine. « Le colonel ordonne que tu viennes à la grande maison. L'une des esclaves est en travail. Tu dois assister à l'accouchement. » Célestine se leva mécaniquement, comme un automate, et suivit le contremaître. Dans la case des esclaves, elle trouva Rosalie, une jeune femme de 22 ans enceinte de son premier enfant. Le travail avait commencé il y a quelques heures, et une femme plus âgée, Joséphine, essayait de l'aider. Joséphine n'avait aucune formation de sage-femme. Elle aidait simplement parce qu'elle avait elle-même eu 6 enfants et se souvenait vaguement de ce qui devait être fait. Célestine fut forcée de s'asseoir dans un coin de la case, les mains sur les genoux, interdite de bouger, interdite de parler, interdite d'aider. Pendant 4 heures, elle regarda Rosalie souffrir. La jeune femme hurlait de douleur, le travail progressant anormalement lentement. Joséphine essayait de l'encourager, mais ne savait pas vraiment quoi faire. Célestine voyait tout. Elle voyait que le bébé était mal positionné. Elle savait exactement comment le tourner. Ses mains la démangeaient d'intervenir. 10 fois, elle faillit se lever. 10 fois, le contremaître posté à l'entrée de la case lui lançait un regard d'avertissement. Finalement, après 6 heures de travail, le bébé naquit, un petit garçon. Vivant, mais faible, à peine capable de pleurer. Rosalie elle-même était épuisée et avait perdu beaucoup de sang. « Tante Célestine » supplia Rosalie en tendant une main tremblante vers elle. « Aide-moi, j'ai si mal. Quelque chose ne va pas. » Célestine se leva instinctivement, mais le contremaître entra immédiatement dans la case. « Assieds-toi » ordonna-t-il. « Tu es interdite d'aider. Ce sont les ordres du colonel. » « Mais elle saigne trop. Le placenta n'est pas sorti complètement. Si on ne fait rien, pas ton problème. Assieds-toi ou tu seras fouettée. » Célestine se rassit, les larmes coulant sur son visage, forcée de regarder Rosalie lutter contre l'hémorragie postpartum. Heureusement, Joséphine, guidée par l'instinct et la chance, réussit à extraire le placenta et à arrêter l'hémorragie en massant vigoureusement le ventre de Rosalie. Mais cela avait pris 15 minutes. 15 minutes pendant lesquelles Rosalie aurait pu mourir. 15 minutes de torture pour Célestine, qui savait exactement quoi faire, mais était interdite de bouger. Quand ce fut fini, le contremaître la ramena à sa case. « Tu vois, dit-il presque gentiment, elles peuvent se débrouiller sans toi. » Le colonel avait raison. Tu n'es pas indispensable. Cette nuit-là, pour la première fois depuis le châtiment, Célestine pleura. Elle pleura pendant des heures, des sanglots profonds et déchirants qui secouaient tout son corps. Elle pleura pour elle-même, pour son art perdu, pour toutes les femmes qu'elle ne pourrait plus aider. Novembre 1781. La tragédie. 3 semaines plus tard, on la convoqua à nouveau. Une autre esclave était en travail, Lucienne, 17 ans seulement, petite et frêle, enceinte de son premier enfant. Célestine fut à nouveau forcée de s'asseoir dans le coin et de regarder. Joséphine essayait d'aider, mais dès le début, Célestine voyait que quelque chose n'allait vraiment pas cette fois. Lucienne était en travail depuis 8 heures. Le bébé ne descendait pas. La jeune fille hurlait de douleur et d'épuisement.
Et Joséphine ne savait pas quoi faire. « Il faut faire venir tante Célestine » suppliait Lucienne entre deux contractions. « Elle saura quoi faire. »« Elle est là » répondait Joséphine, impuissante. « Mais elle ne peut pas t'aider. Le colonel l'a interdit. » Célestine regardait, et son cœur se brisait. Elle voyait exactement le problème. Le bassin de Lucienne était trop étroit. Le bébé était coincé. Sans intervention, la mère ou le bébé, ou les deux, allait mourir. « S'il te plaît, » murmura-t-elle au contremaître qui gardait la porte. « Laisse-moi l'aider. Juste cette fois. Elle va mourir sinon. »« Les ordres sont les ordres, » répondit-il. Mais même lui semblait mal à l'aise. 10 heures. 11 heures. Lucienne s'affaiblissait visiblement. Ses cris devenaient plus faibles. Sa peau prenait une teinte grisâtre. Célestine ne pouvait plus supporter. « Écarte-toi, Joséphine, » dit-elle soudain en se levant. « Mais tante, tu n'as pas le droit. »« Je me fiche des droits. Cet enfant va mourir si je ne fais rien. » Le contremaître entra dans la case. « Célestine, si tu touches cette fille, je dois le rapporter au colonel. »« Alors rapporte-le » cria Célestine. « Qu'il me fouette, qu'il me tue, mais je ne resterai pas assise à regarder cet enfant mourir quand je peux la sauver. » Elle s'agenouilla près de Lucienne, ignorant la douleur dans ses mains, encore sensibles, et les posa sur le ventre contracté de la jeune fille. « Ma belle, » murmura-t-elle, « je vais te sauver, toi et ton bébé, fais-moi confiance. » Ce qui suivit fut une démonstration magistrale de l'art de sage-femme. Célestine, utilisant toute son expérience, toute son intuition, manipula le bébé avec une précision millimétrique. Elle le tourna, le guida, travailla avec le corps de Lucienne plutôt que contre lui. 30 minutes plus tard, un cri perçant retentit, non pas celui de Lucienne, mais celui d'un nouveau-né en bonne santé. Une petite fille, parfaite. Lucienne pleurait de soulagement et de joie. Joséphine et les autres femmes présentes applaudissaient. Même le contremaître, malgré lui, souriait. Mais Célestine savait ce qui allait suivre. Elle avait désobéi aux ordres directs du colonel. Il y aurait des conséquences. Le lendemain, la confrontation finale. Comme prévu, le colonel la fit convoquer à la grande maison le lendemain matin. Il l'attendait dans son bureau, le visage dur. « Tu as désobéi à mes ordres, » dit-il froidement. « Tu étais interdite d'aider à un accouchement. Tu l'as fait quand même. Tu sais ce que ça signifie ? » « Oui, monsieur le colonel. Mais je ne pouvais pas rester assise et regarder cet enfant mourir. 30 coups de fouet, c'est la punition pour désobéissance directe. » Célestine hocha la tête, résignée. Mourir sous le fouet à 63 ans serait peut-être une miséricorde. Mais avant que le colonel puisse continuer, la porte du bureau s'ouvrit brusquement. C'était Madame Élisabeth. 4 mois après l'accouchement tragique, elle avait enfin repris des forces. Elle marchait lentement, encore faible, mais son regard était déterminé. « Armand, » dit-elle d'une voix calme mais ferme, « je dois te parler. Élisabeth, ce n'est pas le moment. Je suis occupée à punir la femme qui m'a sauvé la vie. » Coupa Madame Élisabeth. « Oui, je sais, c'est précisément pour ça que je suis là. » Elle se tourna vers Célestine. « Merci d'avoir sauvé Lucienne et son bébé hier. J'ai entendu ce qui s'est passé. Tout le monde en parle. Tu as désobéi aux ordres, tu as risqué ta vie pour sauver 2 autres vies. C'est exactement ce que tu as fait pour moi il y a 4 mois. » Puis elle se tourna vers son mari. « Armand, nous devons parler de ce qui s'est passé le jour de la naissance de notre fils. Il n'y a rien à... » « Si, il y a beaucoup à dire, » coupa Madame Élisabeth avec une force surprenante. « Et cette fois, tu vas m'écouter. Sinon, je dirai tout ce que j'ai à dire publiquement, devant tous nos voisins, devant le gouverneur lui-même si nécessaire. » Le colonel la regarda, choqué. Sa douce épouse, toujours soumise, le défiant ouvertement. « Très bien, » dit-il finalement. « Parle. » Madame Élisabeth prit une profonde inspiration. « Célestine ne m'a jamais menti. Dès le début de ma grossesse, elle m'a dit que c'était dangereux. Elle t'a supplié de faire venir un médecin de Fort-de-France. Tu as refusé. Elle m'a dit que mon corps était trop vieux, trop faible pour porter un enfant. Encore une fois, tu n'as pas voulu entendre. Élisabeth,
Laisse-moi finir. Pendant 9 mois, cette femme a veillé sur moi jour et nuit. Elle a utilisé toutes ses connaissances pour me garder en vie. Et quand le moment est venu, elle s'est battue pendant 30 heures pour sauver notre fils. 30 heures, Armand, sans repos, sans nourriture, sans aide. Des larmes coulaient maintenant sur son visage. Quand j'ai entendu le silence après la naissance, quand je n'ai pas entendu notre fils pleurer, j'ai su qu'il était né mort. Et quand Célestine est revenue vers moi pour arrêter mon hémorragie, j'ai vu ses mains tremblantes, j'ai vu ses larmes, j'ai vu son cœur brisé. Elle n'a pas tué notre fils, Armand. Elle a essayé désespérément de le sauver. Le colonel restait silencieux, le visage figé. Le cordon était enroulé 3 fois autour de son cou. 3 fois. Même le meilleur médecin européen n'aurait rien pu faire. C'était la volonté de Dieu. Une tragédie. Pas un meurtre. Pas de la négligence. Une tragédie. Elle s'approcha de son mari, posa une main sur son bras. Tu as puni Célestine parce que tu avais besoin de blâmer quelqu'un pour une douleur insupportable. Je comprends. Moi aussi j'ai mal. Moi aussi j'ai perdu notre fils. Mais punir une innocente ne ramènera pas notre enfant. Ça fait juste de toi un homme injuste. Un long silence. Puis Madame Elisabeth ajouta d'une voix plus dure « Et si tu fouettes Célestine aujourd'hui pour avoir sauvé Lucienne et son bébé, je quitterai cette maison. Je prendrai nos 3 filles et je retournerai chez mes parents en France. Et je dirai à tout le monde pourquoi. Tu seras connu comme l'homme qui a détruit une sage-femme héroïque par fierté et par vengeance. » C'était un ultimatum. Le colonel regardait sa femme, cette femme douce qu'il pensait contrôler totalement, et réalisait qu'il l'avait sous-estimée. Il se tourna vers Célestine qui était restée debout en silence pendant tout l'échange, les larmes coulant sur son visage. « Tu as vraiment fait tout ton possible pour sauver mon fils ?»« Oui, monsieur le colonel, » murmura Célestine. « J'ai donné tout ce que j'avais. Et quand j'ai réalisé qu'il était mort, j'ai immédiatement concentré tous mes efforts sur sauver madame, parce que je pouvais encore la sauver, elle. » Le colonel ferma les yeux, et pour la première fois, depuis la mort de son fils, il sembla vraiment faire face à la vérité. Pas la vérité qu'il voulait croire, mais la vraie vérité. « commença-t-il, puis s'arrêta. C'était un homme fier. Admettre son erreur publiquement était presque impossible pour lui. Mais le regard déterminé de son épouse ne lui laissait pas le choix. « La punition est annulée, dit-il finalement d'une voix rauque. Tu ne seras pas fouettée. » Célestine faillit s'effondrer de soulagement. « Mais l'interdiction de pratiquer, elle reste en place ?» demanda timidement Madame Elisabeth. Le colonel regarda les mains marquées de Célestine, le M qui y serait gravé à jamais. Il avait déjà fait tant de mal. Pouvait-il défaire au moins une partie de ce mal? L'interdiction. « Élevé, dit-il lentement, comme si chaque mot lui coûtait. Tu peux reprendre ton rôle de sage-femme, mais... » Il pointa un doigt vers elle. « Tu porteras ces marques pour le restant de tes jours, qu'elles te rappellent que l'échec a des conséquences. »« Non, Armand, » dit fermement Madame Elisabeth, « ces marques ne rappellent pas l'échec. Elles rappellent que Célestine a été punie injustement. Et maintenant... elles rappelleront aussi qu'elle a eu le courage de défier des ordres injustes pour sauver une vie. Elles sont des médailles d'honneur, pas des marques de honte. » Elle se tourna vers Célestine. « N'est-ce pas, Célestine ?» Célestine regarda ses mains marquées. Pendant 2 mois, elle les avait vues comme la destruction de son identité. Mais maintenant, à travers les larmes qui brouillaient sa vision, elle commençait à les voir différemment. « Oui, madame, » murmura-t-elle. « Elles rappelleront à tous que j'ai survécu, que j'ai été brisée mais pas détruite, que même marquée, j'ai continué à sauver des vies. » Épilogue, janvier 1782, 6 mois plus tard. Tante Célestine était assise devant sa case par une belle matinée ensoleillée, tenant dans ses bras marqués un nouveau-né, le fils de Marie-Rose, celle qu'il avait appelée pour Thérèse des mois auparavant. L'accouchement avait été simple, sans complications, et la mère et l'enfant se portaient bien.
Autour d'elle, 5 autres femmes enceintes attendaient leur tour pour les consultations prénatales. Célestine était redevenue ce qu'elle avait toujours été, la sage-femme la plus respectée et la plus sollicitée de la région. Les marques sur ses mains étaient toujours là, clairement visibles. Mais maintenant, les gens les voyaient différemment. Elles étaient devenues un symbole, pas de crime, mais de résilience. Pas de défaite, mais de victoire sur l'injustice. Madame Élisabeth venait la voir régulièrement, apportant des herbes médicinales, des livres sur la médecine qu'elle avait commandés de France, même de l'argent qu'elle donnait discrètement à Célestine pour qu'elle puisse aider les femmes les plus pauvres. Une amitié improbable s'était développée entre la maîtresse blanche et l'esclave noire, basée sur le respect mutuel et une compréhension partagée de ce que signifie survivre à un traumatisme. Le colonel Beaumont ne s'excusait jamais directement. Sa fierté ne le permettait pas. Mais il avait réduit la charge de travail de Célestine au champ à 0, lui permettant de se concentrer uniquement sur son rôle de sage-femme. Il avait aussi amélioré sa case, ajoutant un vrai lit, une table pour ses herbes, même une petite pièce séparée où elle pouvait examiner les patientes en privé. C'était sa manière de dire « pardon » sans utiliser le mot. Quant à Célestine elle-même, elle avait trouvé une paix qu'elle ne pensait jamais atteindre. Elle avait survécu à la pire chose qui pouvait arriver à une sage-femme, perdre un bébé et être blâmée injustement pour sa mort. Elle avait survécu à un châtiment conçu pour la détruire. Et elle était revenue, plus forte, plus sage, plus déterminée que jamais. Un après-midi, alors qu'elle préparait une tisane pour une femme enceinte, le père Mathieu vint la voir. « Tante Célestine, dit-il en s'asseyant près d'elle, je dois te dire quelque chose. La semaine dernière, j'ai reçu une lettre de l'évêque de Fort-de-France. Il a entendu parler de ton histoire, de comment tu as été puni injustement, de comment tu as défié des ordres pour sauver une vie, de comment tu as pardonné et continué ton travail. » « Et » demanda Célestine curieuse. « Il veut que ton histoire soit racontée, écrite, préservée, pour que les futures générations sachent qu'il y avait sur cette île une femme nommée Célestine, qui, malgré l'esclavage, malgré l'injustice, malgré la cruauté, a consacré sa vie à sauver d'autres vies, qui a transformé ses cicatrices en médailles, qui a refusé de laisser la haine détruire son cœur. » Célestine regarda ses mains marquées, puis sourit, un vrai sourire, le premier depuis des mois. « Alors écrivez-la, père, écrivez l'histoire de tante Célestine. Pas pour me glorifier, je ne suis qu'une vieille sage-femme, mais pour que d'autres femmes, d'autres sages-femmes, d'autres personnes injustement punies sachent qu'il est possible de survivre, qu'il est possible de continuer à faire le bien même quand le monde vous fait du mal, qu'il est possible de transformer la douleur en but. » Le père Mathieu hocha la tête, les larmes aux yeux. « Je le ferai, je le promets. » Fin de l'histoire, tante Célestine continua à pratiquer la sage-femme jusqu'à l'âge de 78 ans. Elle fit naître encore 237 enfants après sa réhabilitation. Elle forma 3 jeunes femmes esclaves dans l'art de sage-femme, transmettant ses connaissances pour que son travail continue après elle. Elle ne fut jamais affranchie. Le colonel ne pouvait pas se résoudre à aller jusque-là. Mais elle vécut ces dernières années dans un respect et une dignité qui transcendaient son statut légal d'esclave. Quand elle mourut en 1798, à 79 ans, plus de 500 personnes, esclaves et libres, noirs et blancs, pauvres et riches, vinrent à son enterrement. C'étaient les mères qu'elle avait sauvées, les enfants qu'elle avait fait naître, les familles qu'elle avait gardées ensemble. Sur sa tombe simple, le père Mathieu fit graver ces mots « Ici repose Célestine, sage-femme de Bellerive. Elle a donné la vie à plus de 500 enfants. Elle a été brisée mais jamais détruite. Ses mains marquées ont continué à guérir. Son cœur blessé a continué à aimer. Elle nous a montré que la rédemption est toujours possible. » Et 40 ans plus tard, quand l'esclavage fut finalement aboli dans les colonies françaises en 1848, l'histoire de tante Célestine était devenue légendaire à travers toute la Martinique, un symbole de résilience, de courage et de l'indestructibilité de l'esprit humain face à l'injustice. Fin.